Salut la team rentable, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo IMO. Alors, je reçois énormément de questions sur comment ça va se passer pendant la crise au niveau des signatures, à quelle sauce on va être mangé chez le notaire. Alors, plutôt qu'un long discours, aujourd'hui, j'ai décidé d'accueillir et d'interviewer un notaire pour répondre à toutes nos questions. Donc c'est parti, jingle. Bon, je suis avec Maître Fontaine qui nous fait la gentillesse d'être là pour répondre à nos questions. Donc, bonjour Mathieu. Bonjour. Est-ce que rapidement tu peux juste te présenter, dire ce que tu fais? Bon, t'es notaire, hein, j'ai déjà vendu la mèche, mais te présenter rapidement et puis après j'ai plein de questions pour toi. Donc, je suis Mathieu Fontaine, je suis notaire dans la Drôme, notaire depuis 2012 sur mon site de la Drôme, et je suis également président du conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Grenoble. Ok, bon alors je pense qu'on a la bonne personne pour nous répondre et je te remercie d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview. Alors tu l'imagines, j'ai plein de questions et j'ai notamment plein de questions qui sont reliées à l'actualité, le confinement, le coronavirus, etc. Mais juste avant qu'on rentre dans ce genre de réjouissance, j'ai quand même 2-3 questions. J'ai fait un appel à questions sur les réseaux sociaux, les gens m'ont envoyé des questions et j'ai 2-3 questions un petit peu plus générales. Donc si tu veux bien, on va commencer par ça. Et la première, c'est finalement quelles sont les missions du notaire auprès des particuliers? Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas quelles sont ces missions et en quoi consiste tout le spectre du notaire. Alors, c'est vrai, c'est une très bonne question. On est d'ailleurs assez souvent interrogé sur ce sujet. Le notaire est avant tout un officier public, c'est-à-dire que le notaire détient de l'État un pouvoir particulier qui lui permet d'authentifier les actes. Alors, authentifier les actes, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner à des conventions signées entre des parties les 3 vertus de l'authentification. Ces 3 vertus, c'est la date certaine, la date d'un acte notarié ne peut pas être remise en cause. C'est également la force probante, c'est-à-dire que le contenu de l'acte, lui aussi, ne peut pas être remis en cause, sauf à démontrer que le professionnel a réalisé un faux, mais sinon le contenu s'impose aux parties. Et également la force exécutoire. Alors la force exécutoire, c'est justement cette qualité très précise de l'acte notarié qui permet à cet acte d'avoir finalement la même valeur qu'une décision de justice, laquelle force exécutoire peut être très intéressante dans un certain type d'acte. Tu l'imagines, ça peut être les baux commerciaux par exemple, ça peut être un crédit, un prêt avec une garantie hypothécaire. Alors le notaire, il intervient du coup avec cette qualité dans tout le pan du droit. Donc aussi bien en droit de la famille, aussi bien en droit immobilier, aussi bien en droit rural ou en droit des sociétés, dans toutes les activités juridiques. Et pour certaines d'entre elles, le notaire est obligatoire. Ce sont tous les actes relatifs à l'immobilier, parce qu'effectivement, quand on achète un bien immobilier, on n'achète pas un vélo, et donc du coup, l'État a décidé de confier cette mission du transfert de propriété à un juriste spécifique, un juriste impartial, qui est le notaire et qui est garant de la sécurité juridique du contrat entre les particuliers. Et puis aussi, pour les actes dits solennels, les actes solennels, ce sont tous les actes qui nécessitent d'avoir un éclairage sur son consentement et sur ce qui va se passer avec cet acte-là. Ok, donc tout ce qui est contrat de mariage, etc., c'est aussi le travail des notaires. En fait, dès qu'on veut être sûr que quelque chose est légal, on passe devant le notaire. C'est un petit peu ça l'idée. Effectivement, on est les pédagogues, les professeurs du droit pour les particuliers. On est là, nous, pour travailler dans l'intérêt de la convention, dans l'intérêt du droit. On n'est pas, nous, là, pour prendre parti pour une partie. Hein, ça, quand on veut un contrat dans lequel on négocie, on va plutôt chez un avocat. Le notaire, c'est pas ça. Hein. Le notaire, il est là pour dire le droit et pour apporter l'impartialité sur la convention. Et comme tu l'as très justement dit, quand on veut faire un contrat de mariage, on va devant le notaire. Le contrat de mariage, c'est un acte solennel. Donc il faut qu'un professionnel indépendant, impartial, l'explique de la même manière aux 2 époux et rédige ce contrat pour qu'il soit conforme à la volonté des époux. Et du coup, j'imagine c'est un petit peu la même chose sur un acte immobilier. On le voit quand on passe d'ailleurs devant chez le notaire, en effet, enfin chez le notaire pour un acte immobilier. Le notaire nous explique, voilà, est-ce que vous avez bien compris ci, vous avez bien compris ça. Et d'ailleurs, j'avais une question à ce sujet-là, d'un petit malin, j'imagine, qui se dit, par les temps qui courent, ça pourrait être intéressant.
Est-ce qu'on est obligé de passer devant un notaire pour un acte immobilier ou est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Alors non, on est obligé de passer devant le notaire pour un acte immobilier. Le notaire, il est garant de la sécurité juridique entre les parties. Le notaire, il est garant dans ce schéma immobilier des vérifications légales sur la capacité des parties à signer acte. Parce que tu le sais, mais les personnes qui nous écoutent ne le savent peut-être pas, toute personne n'est pas libre de vendre ou d'acheter. Donc le notaire, il vérifie ce point déjà. Il vérifie aussi que le vendeur, il soit bien propriétaire. C'est la moindre des choses. Ça peut être la moindre des choses dans notre conversation, mais des fois, c'est pas tout à fait évident. On a des gens qui veulent signer très vite et qui nous disent non, mais allez-y, c'est pas grave. Mais non, il y a un temps qui est nécessaire à ces vérifications pour justement garantir la sécurité juridique. Il y a un chiffre d'ailleurs qui est très révélateur en France, et en tout cas dans les pays qui connaissent le notariat tel qu'on le vit en France, les litiges en matière immobilière sont très très faibles. On est grosso modo de l'ordre de 0,001%. Et puis ces litiges concernent souvent des problèmes de voisinage, des problèmes de servitude de passage, des choses comme ça. Dans les pays qui ne connaissent pas le notariat et les pays où les transactions vont effectivement très vite, où on ne fait pas de vérification, les taux de litige sont à hauteur quasiment de 35%. Et ces litiges-là, ils sont concentrés sur la propriété en elle-même. Donc on est bien avec notre système en France. Ok, bah écoute, c'est très clair. En tout cas, merci à toi. Alors maintenant, j'ai beau chercher dans ma liste, c'est vrai que on y arrive. Hein. Peut-on encore acheter un bien durant le confinement? Est-ce que les études font du télétravail? Comment est-ce que ça fonctionne pendant cette crise sanitaire et économique qu'on traverse? Alors, la question, la réponse, pardon, ça va être oui et non. Alors oui, parce que les études fonctionnent. Nous, vous savez, le notariat est très moderne. On n'a pas attendu la crise sanitaire pour mettre des équipes en télétravail, pour faire de la visioconférence, pour faire ces choses-là. Ça fait une dizaine d'années déjà que le notariat s'est emparé de ces sujets numériques et applique au quotidien le numérique dans ses études. En revanche, on est confronté à une problématique aujourd'hui, c'est que moi je vois l'étude, oui, toute mon équipe est en télétravail, on avance sur les dossiers, il n'y a pas de problème. En revanche, les diagnostiqueurs ne peuvent pas se déplacer pour aller faire les diagnostics immobiliers, les agences ne peuvent pas faire de visite, puisqu'on ne rentre pas dans les cas obligatoires, ou en tout cas dans les cas qui permettent un déplacement. La remise des clés est impossible, les visites préalables à la signature sont impossibles, les établissements bancaires fonctionnent au ralenti, les syndics de copropriété ne fonctionnent plus pour la plupart, ou simplement pour les urgences. Donc en réalité, là, oui, les notaires, ils travaillent, pour en tout cas une très grande partie. Mais c'est les seuls, il n'y a plus que eux qui travaillent. C'est les seuls, il n'y a plus que eux qui travaillent finalement. C'est ce que... Alors non, évidemment, il n'y a pas que les notaires qui travaillent. Mais nous, on peut travailler en télétravail, notre activité le permet. Sauf que tout ce qu'il y a autour, malheureusement, ça ne permet pas de sortir les dossiers en réalité. Les mairies aussi sont fermées, les droits de préemption ne peuvent plus être purgés. Donc on a toutes ces choses-là en fait qui font que il est compliqué en réalité de signer un acte. Alors on en signe, évidemment, moi j'en signe quelques-uns dans lesquels ces contraintes-là ne sont pas problématiques, mais en revanche, évidemment, notre activité n'est pas normale aujourd'hui. Ok, et j'imagine que peut-être que ce que tu signes, c'est les actes qui étaient en cours de finalisation, où tu as toutes les autorisations qui sont remontées, etc. etc. Et justement, ça rejoint la question suivante. C'est quels sont finalement les effets sur l'immobilier et aussi sur les signatures, tu es bien placé pour le savoir, de la fameuse ordonnance, la 2020-306 du 25 mars 2020 que je vais mettre en lien pour que les gens qui nous écoutent puissent la visionner également. Cette ordonnance qui nous donne finalement plein d'éclairages sur tout un tas de délais, notamment les délais de rétractation, loi SRU, etc., etc. Comment ça va fonctionner? À quelle sauce on va être mangé avec cette ordonnance-là? Oui, alors c'est vrai que cette ordonnance a la vertu de répondre à la problématique actuelle. Maintenant, elle nous met dans une situation assez inconfortable parce que, comme tu l'as dit très justement, tout ce qui était en cours et toutes les pièces qu'on avait déjà rentrées, ce sont ces actes-là qu'on arrive à signer aujourd'hui. En revanche, tout ce qui se passe à partir de maintenant, et en tout cas depuis le 12 mars, puisque c'est la date qui a été définie par l'ordonnance, tout ce qui se passe à partir du 12 mars est mis en stand-by. Et c'est là où
où on a de vraies problématiques, nous, ce sont tous ces délais qui vont se rallonger automatiquement, et notamment les délais administratifs pour la purge des droits de préemption des mairies, des départements et autres. Et ce sont ces délais-là qui posent problème en réalité, de même que pour les droits de préemption de la SAFER, pour les zones rurales. Et du coup, on est un petit peu contraint par ces délais qui vont repousser les signatures et en tout cas repousser le fonctionnement normal à fin juin, probablement. Donc, on voit que la visibilité, elle est plutôt sur 3 mois au moment où on parle, et elle n'est pas très confortable en réalité, ni pour l'économie, ni pour la volonté des partis. Parce que tout ça est mis en stand-by, et certains délais pourront être raccourcis par la volonté des partis, mais d'autres ne pourront pas l'être, et les délais administratifs notamment ne pourront pas l'être. Oui, parce que, en fait, ce que nous explique l'ordonnance, c'est vrai que tous les délais, par exemple, de rétractation, etc., sont censés repartir 1 mois après la fin du confinement. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, le jour où le confinement s'arrête, on prend 1 mois et on repart à 0 pour la rétractation. Donc là, j'imagine, et je veux bien que tu me le confirmes parce que c'est intéressant, qu'un acheteur et un vendeur qui seraient d'accord pour dire « non mais nous, c'est bon, le délai de rétractation, on accepte, on le note dans l'acte, on est bien d'accord entre nous et on l'évacue, on le refuse finalement », eux pourront signer avant. Mais le problème, c'est pas cela, parce que l'ordonnance nous dit aussi que les mairies, par exemple, vont avoir plus de temps pour répondre sur tout ce qui est préemption, etc. Donc il y a quand même une partie qui risque de bloquer malgré la bonne volonté des partis. Est-ce qu'on va pouvoir s'arranger avec tout ça finalement ? Exactement, là tu touches le doigt sur la vraie problématique. Et, autant les délais conventionnels, les partis, donc les délais qui ont été négociés par les partis, ou les délais auxquels on peut renoncer. Ben là, il n'y a pas de problème, évidemment, on sait qu'il y aura une bonne intelligence entre les vendeurs et les acquéreurs, il n'y a pas de souci. Et dans le cadre de la discussion contractuelle, on arrivera à trouver des solutions. Mais en revanche, il n'y a pas que ces délais. Et le souci est là, c'est qu'il n'y a pas de discussion possible avec les administrations. Ils ont un délai pour faire leur travail, un délai pour répondre, et c'est leur silence qui vaut renonciation. Et ben, évidemment, on se doute qu'ils vont être engorgés au retour à la normale, c'est tout à fait normal d'ailleurs, et du coup, ben, on risque d'avoir des frottements liés à ces délais-là qui ne pourront pas être assumés par les administrations, notamment du fait du gros volume de dossiers à traiter, et qui feront qu'on sera obligé de retarder les signatures. L'autre point aussi, c'est qu'on évoque les délais conventionnels ou les délais auxquels les parties pourraient renoncer, mais ça nous met quand même dans une situation d'inconfort. Là, je vois, on signe depuis 15 jours des promesses de vente sur des dossiers, puisque les agences ont réussi à négocier des transactions qui s'étaient passées, peut-être les rencontres s'étaient passées avant le confinement. Et le souci, c'est ça, c'est que le droit de rétractation de notre acquéreur, il va être repoussé très loin. Et donc, si on a un vendeur qui a cette fausse croyance que bah, ça y est, j'ai vendu mon bien, je vais chercher autre chose pour me loger, et qu'on a un acquéreur qui finalement décide d'utiliser son droit, puisque la loi lui permet, l'ordonnance lui permet, et donc de se rétracter au mois de juin, on va avoir des situations un peu compliquées à gérer en fait. En effet, et là, tout le côté négociation et entre les parties du notaire va devoir causer. Alors moi, j'ai une question qui est personnelle, celle-là on me l'a pas posée, mais je suis obligé de te la poser maintenant que je t'ai sous la main. Est-ce que tu penses, et moi j'ai eu la chance de m'immiscer sur quelques visioconférences, etc. avec certaines personnes du gouvernement, donc j'ai mon idée que je te partagerai juste après, mais est-ce que toi personnellement, tu penses que ces ordonnances et ces dispositions qui sont prises à la va-vite, parce qu'on est dans la crise qu'on connaît, elles vont évoluer et ils vont faire en sorte de comprendre le terrain, parce que tout ce qu'on est en train d'évoquer et tout ce que tu évoques très justement, ça va arriver massivement sur l'ensemble du territoire finalement. Est-ce qu'on va voir un vrai bouchon, un vrai engorgement, ou est-ce qu'on va réussir à faire accélérer les mairies ou contracter les délais? On sait que les mairies ont 2 mois souvent pour la préemption, pour donner leur réponse, et que tu l'as très bien dit, leur silence vaut accord, donc elles vont jusqu'au bout et on perd 2 mois, etc. Est-ce que tu penses que le gouvernement a des leviers pour faire accélérer les choses à ce niveau-là? En tout cas, je l'espère en réalité. C'est vrai que là, on évoque depuis tout à l'heure le cas tel qu'il est aujourd'hui avec les textes qui nous ont été donnés récemment. Maintenant, j'espère effectivement que ces textes ayant été pris dans l'urgence, il fallait répondre à cette urgence, et c'était important qu'il y ait des textes qui répondent à cette urgence. Maintenant, on va avoir un petit peu de temps, alors qui n'est pas toujours considéré comme étant un temps
court pour les délais administratifs, mais en tout cas, on a cette petite phase de temps qui va nous permettre éventuellement de pouvoir moduler ces règles-là. Et je l'espère, parce que là, on touche du doigt la vraie problématique du marché immobilier notamment, et ce qui va se passer dans le marché immobilier. Ok, et ça rattache la question suivante, qui est finalement, qui m'a été posée, c'est que comment les notaires vont s'adapter à cet afflux-là? Parce que va y avoir un afflux. Du côté du gouvernement, on espère qu'ils vont s'adapter, mais vous et toi, du côté notarial, comment vous allez gérer ça dans ton étude? Est-ce que vous avez commencé à penser à des solutions quand l'afflux va arriver? Alors, oui, nous, pour rien de cacher, on n'est pas très inquiets de cet afflux, parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, nos équipes sont en télétravail, et donc on ne va pas se mentir non plus, il n'y a pas un gros volume de dossiers qui rentrent tous les jours, là où d'habitude notre activité est dense au quotidien. C'est vrai que là, sur les nouveaux dossiers, on n'a pas une activité très importante, voire une activité quasi nulle, et du coup, on en profite pour avancer sur tous les dossiers qui étaient en cours. Et ce qui fait qu'on est en train d'anticiper cet engorgement, et à la reprise, on se dit, on espère, on n'est pas très inquiet, mais on se dit qu'on sera prêt justement pour faire face à cette demande massive des clients qui étaient en phase d'attente. Ok, très bien. Et on a vu le cas où un acheteur peut se désister, puisqu'on a bien compris que les délais allaient être prorogés. Par contre, j'ai eu une question sur les réseaux sociaux d'un vendeur, et qui me dit, voilà, moi en tant que vendeur, est-ce que je peux me rétracter avec tout ce qui se passe et est-ce que je peux annuler ma vente? J'imagine que cette personne a besoin ou la volonté d'annuler sa vente. Comment ça se passe pour les vendeurs? Alors, le vendeur, après c'est les termes malheureux du langage courant, mais le vendeur, lui, ne peut pas se rétracter des contrats. En revanche, effectivement, dans cette période-là, on a parlé des délais légaux, des délais qui vont être prorogés, des délais qui avaient été définis par la loi. Maintenant, quand on a un délai conventionnel, et la durée d'un compromis ou d'une promesse de vente, c'est bien un délai conventionnel, là, il va falloir que les parties trouvent un accord entre elles pour prolonger ces délais. Si les parties n'ont pas d'accord, effectivement, le contrat pourrait prendre fin. Alors, si on a un contrat avec un terme tel qu'une promesse de vente, cette promesse de vente, elle va prendre fin par l'arrivée de son terme. Si on a un contrat qui n'a pas de terme, donc un contrat qui a une durée, mais pas de terme extinctif, à ce moment-là, effectivement, le vendeur ne peut pas faire les démarches de mise en demeure pour exécuter son contrat, mais dès qu'on sortira du confinement, il pourra faire cette démarche, et la démarche telle qu'elle est prévue dans son contrat. Donc ça, en général, on a 8 jours ou 10 jours pour mettre en demeure l'autre, de régulariser, et si l'autre ne s'exécute pas, effectivement, le contrat peut se terminer. Okay, donc le vendeur va plutôt s'amuser à regarder les autres clauses pour voir où est-ce qu'il va pouvoir jouer. Mais en effet, j'imagine que en fin de confinement, il y a un certain nombre de contrats qui vont connaître ce genre de problème, de gens qui changent d'avis, etc. Parce que forcément, quand tu as 1 mois, 2 mois tout seul chez toi enfermé pour réfléchir, il y a forcément des gens qui peuvent changer d'avis. Alors oui, tout à fait. Alors il y a le vendeur qui ne voudra peut-être pas prolonger son engagement contractuel, et puis c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'acquéreur qui va essayer de bénéficier d'un nouveau délai qui lui serait ouvert. Alors, bien nouveau, c'est pas le cas en réalité, mais c'est pour imager, mais de ce nouveau délai de rétractation qui lui serait ouvert pour pouvoir sortir d'un contrat. Effectivement, on va se retrouver dans des situations juridiques assez inconfortables. Ok, bon écoute, moi je pense que, parce que je vois toujours le verre à moitié plein et puis du côté investisseur, qu'il va y avoir de bonnes affaires à faire parce qu'il y aura un certain nombre de vendeurs en effet qui auront été plantés par leurs acheteurs et ce sera le moment d'aller les sauver avec notre cap de sauveur. Et puis on pourra négocier un petit peu les prix, j'espère. Alors, tout à fait, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. On a beaucoup de gens qui s'inquiètent en fait du marché immobilier à moyen terme et à long terme lié à cette crise. Moi, personnellement, je ne m'inquiète pas vraiment. Cette crise, ce n'est pas une crise économique qu'on vit, c'est une crise conjoncturelle, c'est une crise liée à un événement spécifique, un événement sanitaire. Le marché immobilier, il allait bien avant et je sais qu'il ira bien après. On a toujours des vendeurs, on a toujours des acquéreurs, on a toujours des gens qui sont impatients de réaliser des transactions. Et je vois, moi, dans la clientèle, on a beaucoup de gens qui nous ont contactés ces 15 derniers jours en nous disant quand tout ça sera fini, je pense que je vais m'orienter plutôt vers des valeurs refuges et vers la valeur refuge qu'est l'immobilier. Donc je pense qu'on va avoir au contraire, plutôt qu'un affaissement des transactions, on va avoir un petit rebond des transactions avec tous ces gens qui se disent oui, dans ce contexte compliqué, incertain, finalement, d'investir dans la pierre, c'est peut-être pas si mal.
Et on a beaucoup ces réactions-là en ce moment de personnes qui avaient fait des placements récemment et qui sont un petit peu inquiètes pour leur argent, pour la liquidité de leur patrimoine. Ok, intéressant, mais je partage, hein, l'immobilier, c'est une super valeur refuge, en effet. J'ai une question suivante qui m'a été posée par un internaute. Finalement, alors on sort un petit peu de la crise pendant quelques secondes. Quelles sont les clauses facultatives à mettre dans un acte dans l'intérêt de l'acheteur? Qu'est-ce que tu dirais qui est vraiment obligatoire et un certain nombre de clauses à regarder pour ne pas se faire avoir quand on achète? Alors oui, alors, les clauses essentielles et qu'il ne faut surtout pas négliger, ce sont les conditions suspensives. Ce sont les conditions qui vont permettre à l'acheteur de mettre fin à son engagement sans aucun frais, sans aucune responsabilité, si ces conditions qui lui sont essentielles ne se réalisaient pas. Alors notamment, on pense au prêt immobilier, par exemple. Ça, c'est une condition classique qu'on voit très régulièrement. Et je suis toujours assez effaré, moi, dans les discussions qu'on peut avoir sur les montages des dossiers, d'avoir des acquéreurs qui prennent ça un peu légèrement. Mais non, il ne faut pas le prendre légèrement, parce que c'est justement la porte de sortie légale, conventionnelle surtout, mais la porte de sortie de droit permet à l'acheteur de ne pas aller dans ce projet si son projet ne peut pas se réaliser dans les conditions qui sont les siennes. Et donc cette clause, elle est fondamentale, il faut bien la réfléchir, il faut bien l'encadrer. Alors il y a celle-ci, puis là j'avais récemment quelqu'un aussi qui, quand je l'interrogeais sur les conditions particulières de son contrat, qui me dit non, mais il n'y a rien, ne vous inquiétez pas, on achète. Je dis, pose un peu plus de questions, donc vous avez le financement, oui, je l'aurai. Je dis, mais l'aurai, ça veut dire quoi? Et donc là je découvre qu'en fait, c'est qu'il va signer une promesse de vente de sa maison dans quelques jours, et que du coup c'est la vente de sa maison qui va lui permettre d'acheter. Et là aussi, il est essentiel de mettre la vente de sa propre maison en condition. Parce que si jamais la vente ne se réalise pas, lui a pris un engagement d'acheter. Donc si jamais il ne va pas au bout de cet engagement, parce qu'il n'a pas vendu sa propre maison, il devra indemniser son vendeur. Dans l'autre cas, si on a prévu cette condition pour l'acheteur, il n'a pas vendu sa maison, il n'a pas indemnisé le vendeur pour l'immobilisation du bien. Ok. Question suivante. De quoi sont composés les frais de mutation? Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu peux faire un petit laïus entre frais de notaire et frais de mutation? Parce que souvent, les gens mélangent les deux. Et de quoi est-ce qu'ils sont composés et quelle partie du bien est concernée? Est-ce que ça porte sur tout? Est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, c'est effectivement une question intéressante parce que tu le soulèves très justement. Dans le langage courant, on utilise souvent, en tout cas, la terminologie de frais de notaire. Alors, ces frais de notaire, effectivement, c'est un terme qui permet de voir cette globalité de frais qu'on demande dans un achat immobilier. Mais ces frais, en réalité, sont bien, comme tu l'as dit, des frais de mutation. Ces frais, ils comprennent trois éléments. Ils comprennent la rémunération du notaire, en tout cas la rémunération de l'étude, qui est de 0,799% du prix de vente négocié entre les parties. Ils comprennent également une part de fiscalité. Cette part de fiscalité, c'est la taxe de publicité foncière, qui est de 5,79% du prix de vente immobilier et de 0,10% au titre de la contribution de sécurité immobilière du prix de vente immobilier. Donc une taxation de 5,89% sur quasiment tout le territoire français. Et on a une dernière part, qui sont les formalités, les débours que le notaire a pu réaliser pour arriver à assurer la sécurité juridique de son contrat, avec toutes ces choses qui sont facturées par des intervenants ou ces choses que le notaire réalise pour la sécurité du contrat. Quand on met ces trois éléments bout à bout, on arrive à cette enveloppe de frais de notaire. Et tu as vu, j'ai pris la précaution sur deux éléments de te dire ça se porte sur la valeur immobilière. Et oui, parce que les émoluments du notaire, comme tout émolument, ils sont pris sur la valeur totale du bien. En revanche, la fiscalité, elle n'est prise que sur la valeur du bien immobilier. Ça veut dire que quand dans une transaction, les parties sont d'accord pour qu'il y ait du mobilier qui soit laissé par le vendeur à l'acquéreur, on demande aux parties de faire une liste de ce mobilier, une liste précise, et pour chaque élément de cette liste, de déterminer la valeur d'occasion qu'ils estiment. Et du coup, sur ce montant-là, il n'y aura pas de fiscalité qui sera perçue. On a une tolérance de l'administration fiscale sur ce point. Ok, donc ça c'est un bon point en effet à connaître. Et puis on se rend compte finalement quand tu nous expliques tous ces pourcentages que les fameux frais de notaire sont un peu mal nommés parce qu'on pense que quand on entend frais de notaire c'est le notaire qui prend tout.
c'est quand même globalement que des impôts. Oui, tout à fait, effectivement. Je crois qu'ils sont effectivement mal nommés. Ce sont des frais d'acte, des frais de mutation. Parce que la part qui revient à l'office notarial, elle est de 0,799%. D'ailleurs, cette part qui revient aux offices, elle a baissé au 1er mars, puisque l'État a revu la rémunération des notaires. On est passé de 0,814% à 0,799%. Et donc, la grosse part de ces frais d'acte, ce sont les impôts. Ok, alors question suivante, et en plus elle raccroche parfaitement à ce qu'on vient de dire. J'ai un petit malin qui me demande, est-ce qu'il est possible de négocier avec un notaire, avec son notaire, et si oui, sur quel point? Alors, il n'est pas possible de manière générale de négocier avec son notaire. C'est pas possible. Notre tarif est défini par la loi et du coup, le tarif est le même sur tout le territoire national entre les notaires. En revanche, depuis la loi croissance de 2015, il est permis aux notaires de pouvoir appliquer des remises sur certains types d'actes. En revanche, si le notaire décide dans son étude d'appliquer cette remise sur certains types d'actes, par exemple dire j'applique une remise de 10% sur toutes les transactions immobilières au-dessus de 200 000 euros. Du coup, le notaire devra l'appliquer sur tous les actes qui sont concernés. Il ne peut pas l'appliquer qu'à une transaction. C'est soit il fait pour tout le monde dans une période de temps déterminée, soit il ne le fait pas du tout. Parce que, justement, la rémunération du notaire, les émoluments ne sont pas négociables. Sauf cette petite spécificité. En revanche, on a une partie de notre rémunération qui peut être négociée, c'est la partie qui est en honoraire. La partie qui est en honoraire, elle est libre et elle concerne en général essentiellement le droit commercial, le droit des affaires. Sur cette partie, on est dans un secteur dit concurrentiel, donc avec d'autres professionnels, et donc on n'est pas rémunéré par un émolument issu de la loi, on est rémunéré par un honoraire libre qui est défini avec le client, donc dans le cadre d'une discussion, dans le cadre d'une lettre de mission. Ok, très bien. Donc c'est assez limité, mais dans certains cas, ça peut arriver. Ok. Mathieu, je te remercie beaucoup pour tes réponses. J'espère qu'on aura aidé les gens à y voir un petit peu plus clair. J'espère aussi qu'on pourra se revoir à l'avenir avec l'évolution de ce qui se passe, parce que finalement, on le voit, il y a un vrai choc qui se passe en France et dans l'immobilier d'ailleurs pour tous les secteurs, et on espère que ça va aller vite. Pour clôturer, je vais te laisser le mot de la fin. Toi, en tant que personne, personnellement, et puis avec bien sûr ta vision de professionnel, est-ce que tu penses qu'on va sortir rapidement de cette crise une fois que le confinement sera terminé et qu'on va revenir à la normale? Est-ce que tu penses qu'on va mettre un certain temps? Comment tu vois l'avenir? Et côté bien sûr professionnel. Moi, je partage avec toi cette vision positive de l'avenir. Je vois toujours le verre à moitié plein. Et du coup, je suis convaincu personnellement que les Français vont repartir très rapidement dans un fonctionnement normal et dans la dynamique économique dans laquelle on était depuis plusieurs mois. Et là, je parle à tout niveau, pas que en ce qui concerne mon activité. Je sais que les Français, ils ont cette faculté de réussir à rebondir. Au niveau international, je souhaite que ça le soit aussi. Maintenant, je ne suis pas sûr que tous les pays au niveau international aient cette faculté, justement. Mais sur le territoire national, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'immobilier, je suis convaincu que l'activité va repartir de façon très importante et que cette phase sanitaire va avoir un impact, certes, mais un impact léger sur les activités. Tout le monde va repartir et tout retournera à la normale comme ça l'était avant. Eh bien écoute, je ne peux qu'acquiescer et je ne peux qu'espérer la même chose que toi. Mathieu, merci beaucoup. Maître Fontaine, merci pour tes réponses. Et puis à très bientôt. Un grand merci à toi, à bientôt. Ok, bon la team, on remercie beaucoup Mathieu pour ses réponses. J'espère qu'elles t'auront aidé, qu'elles t'auront apporté, qu'elles t'auront fait réfléchir. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, n'hésite pas à poser tes questions pour une prochaine vidéo. Ça pourra nous aider à préparer les choses. Apporte, comme d'habitude, ton pouce à l'édifice, c'est important. Et je te dis à très bientôt. Ciao.